Chapitre 1. La Garden Party à Rose Hill. Le soleil de l'après-midi baignait doucement les pelouses de Rose Hill House, teintant les haies ondulantes d'un or doux. Le village était venu nombreux à la Garden Party annuelle de Madame Pennington, une tradition dont on parlait au même titre que la fête d'été et le bazar de l'église. Le thé fut servi, les sandwichs aux concombres disparurent rapidement, et un trio de cuivre de Marlécombe joua sous un chapiteau rayé avec plus d'enthousiasme que de justesse. Miss Jane Marple, assise dans un fauteuil en osier non loin des massifs de roses, contemplait la scène avec une sérénité placide. Elle avait l'air absorbée par son tricot, même si en réalité ses aiguilles reposaient nonchalamment sur ses genoux. Aux yeux du passant, elle n'était rien de plus qu'une vieille fille aux cheveux blancs, profitant d'un après-midi d'été. Pour ceux qui la connaissaient, elle observait silencieusement tout et chacun. Rose Hill était un nouveau venu dans son univers. Plus grand que St. Mary Mead, avec un bureau de poste moderne et une modeste halte ferroviaire, il dégageait une atmosphère de noblesse tempérée par l'avancée de la vie moderne. Miss Marple avait accepté l'invitation de Mrs. Pennington avec une réticence polie, mais l'occasion de découvrir de nouveaux jardins et de nouvelles personnes était toujours bienvenue. Les gens, en effet, étaient aussi beaux que les roses. Le docteur Lionel Cavendish, le jeune médecin du village, parla avec animation au vicaire d'un sujet qui poussa ce dernier à consulter sa montre à plusieurs reprises. Madame Pennington elle-même allait d'un groupe à l'autre, donnant des ordres à ses domestiques, tout en arborant un sourire radieux à ses invités. Au bout de la pelouse, mademoiselle Marple remarqua un inconnu en costume sombre, visiblement étranger au village, qui discutait avec sérieux avec le major Westcott, un officier à la retraite amateur de sherry. « Il y a foule cette année, » murmura madame Witherby, une dame corpulente en soie mauve, installée dans le fauteuil à côté de mademoiselle Marple. « Bien sûr, on ne connaît jamais la moitié des gens. J'ai entendu dire que certains viennent de Marlécombe. » Miss Marple sourit, un léger pli de sourcils trahissant son intérêt. « Vraiment ? C'est très agréable pour madame Pennington d'élargir son cercle. » Mais madame Wetherby se pencha plus près, baissant la voix. « Agréable peut-être. Pourtant j'ai toujours dit, et je ne le retire pas, que lorsque des étrangers s'immiscent parmi nous, on n'est jamais trop prudent. » Ces paroles se sont révélées étrangement prémonitoires. À peine le trio de cuivre s'était-il lancé dans une valse entraînante qu'une agitation éclata près de l'aile de la bibliothèque. Une servante hurla. Plusieurs messieurs traversèrent précipitamment la pelouse. Madame Pennington elle-même laissa tomber une assiette d'éclairs sur le chemin de gravier en poussant un cri. Lorsque la foule se dispersa, Miss Marple aperçut la silhouette décharnée d'un homme étendu juste derrière les portes-fenêtres. Sa tête était penchée à un angle inhabituel, et l'ovale pâle de son visage semblait terriblement immobile sous le soleil. L'étranger en costume sombre. Un silence s'installa, rompu seulement par les murmures agités des invités. Le docteur Cavendish se pencha pour examiner le corps, l'air grave. Puis, d'une voix qui résonna à travers la pelouse, il annonça « J'ai bien peur que ce monsieur soit mort. » Le trio de cuivre vacilla et se tut. Quelque part, une tasse de thé se brisa sur une dalle, et Miss Marple, les mains soigneusement croisées sur son tricot, resta assise, immobile. Elle avait remarqué à peine 10 minutes plus tôt la curieuse façon dont le major Westcott avait glissé quelque chose dans sa poche, tandis que l'inconnu détournait le regard. Elle avait également observé la femme de chambre de madame Pennington, celle qui avait crié, s'attarder près des porte-fenêtres avec un air étrangement effrayé, bien avant la découverte du corps. Miss Marple ignorait encore comment l'homme était mort, ni pourquoi. Mais elle savait une chose. Les paisibles pelouses de Rose Hill venaient de devenir le théâtre de drames plus sombres encore. Et elle devait, comme toujours, observer et écouter. Chapitre 2. Chuchotement à Rose Hill. Le village s'éveilla le lendemain matin avec cette vive clarté qui suit une nuit pluvieuse. Les trottoirs étaient propres. Les haies avaient retrouvé leur vert grâce à un cirage supplémentaire. L'horloge de l'église sonnait étrangement distinctement dans l'air humide.
Pourtant, Rose Hill ne semblait pas propre. Il y avait l'atmosphère inquiétante et hérissée d'une pièce où quelque chose d'important aurait été volé, et personne ne sait exactement quoi. À 9 heures, Madame Witherby avait déjà pris ses fonctions au bureau de poste et confia à Mademoiselle Peck, la receveuse, qu'elle avait à peine dormi. Mademoiselle Peck lui assura, sans lever les yeux du mandat qu'elle était en train de tamponner, que personne n'avait fermé l'œil et que de plus, l'insomnie empêchait au moins de rêver, ce qui était une bénédiction. Un silence retomba lorsque la sonnette retentit à chaque nouvel entrant. Les voix reprirent avec agitation dès qu'elle se referma. « À mon avis, dit Madame Witherby, à qui on n'avait pas posé la question, cet homme était un collectionneur. Vous savez ce que c'est. Des collections de timbres, des collections de femmes, et rarement tout à fait respectables dans les deux cas. » Miss Peck s'autorisa un sourire. Il avait un air londonien. En effet, Londres ou l'étranger. Madame Witherby donna à ce dernier mot un ton périlleux, comme si l'on pouvait entendre une plainte venue de l'étranger. « Et vous avez entendu ? On dit que le vicaire est allé chercher l'inspecteur Mallory à Marleycombe avant minuit. »« Oh, il est venu !» dit Mademoiselle Peck en alignant une rangée de timbres d'un penny avec une précaution militaire. « Et il est allé immédiatement à Rose Hill House. Le docteur Cavendish était là aussi. Soyez sûre, Madame Witherby, que l'affaire n'est pas simple. Si c'était le cas, l'agent de police ferait l'affaire. » Cette appréciation, qui s'était répandue au compte-gouttes au fil d'une douzaine de répétitions, s'enrichit d'ajouts avant d'atteindre la rue principale. À 9h30, au moins 2 personnes pouvaient affirmer avec certitude que le mort avait été poignardé. Ce n'était pas le cas. 3 autres qu'il s'agissait d'un poison. Personne ne le savait. Et presque tout le monde qu'il s'appelait Edmund ou Edward, ou quelque chose de similaire, avec un nom de famille qui sonnait comme Avery lorsqu'il était prononcé derrière une main. Miss Marple, qui n'avait rien à faire, alla poster une lettre. Le lendemain d'une agitation, elle avait toujours soif d'air frais. Elle marchait le long de la route bien entretenue, longeant la verdure, s'arrêtant pour admirer une bordure de delphinium particulièrement imposante. Elle avait écrit à son neveu Raymond, très brièvement, « Un triste incident lors d'une garden party. Vous sourirez de sa bêtise. Je vais bien. » Elle n'avait pas expliqué cette bêtise. C'était une remarque personnelle, non pas sur le défunt, dont la mort était indigne de rire, mais sur l'avarice particulière du mâle, qui dépensait une vie pour si peu, et la jugeait économique. Au bureau de poste, elle rencontra Madame Witherby, les joues plutôt roses, et après quelques expressions de choc appropriées, la conversation se poursuivit comme dans les villages bien organisés, par de faibles degrés d'admission. « Vous l'avez vu, Miss Marple. Vous étiez tout près, » dit Madame Witherby à voix basse. « Quelle impression avez-vous eue » Miss Marple ajusta les boutons de ses gants. Le genre de personne qu'on forme après une brève rencontre est souvent injuste. Je le croyais anxieux. Anxieuse, s'éclaira Madame Witherby. Ce qui témoigne d'une mauvaise conscience, je l'ai toujours dit. C'est possible. Miss Marple était douce. J'ai aussi observé ce phénomène chez des personnes en retard. Madame Witherby, qui n'avait jamais été en retard, décida de ne pas donner suite. « On parle d'une photo, » s'aventura-t-elle, « quelque chose trouvé à la bibliothèque. » Miss Marple la regarda avec un intérêt innocent. « Vraiment ? Je n'en avais pas entendu parler. » « Eh bien, je ne suis pas du genre à tout répéter. Mais la femme de chambre de Madame Pennington, Hélène, c'est Hélène qui a crié, aurait dit à la femme de son cousin que le policier avait trouvé une photo sous le sous-main. Très étrange, vous ne trouvez pas ? Pourquoi cacher une photo ? Parfois, dit Miss Marple, et son regard se porta brièvement sur la fenêtre de la poste où un enfant aplatissait son nez contre la vitre pour regarder un moineau sauter. Parfois on cache des photographies pour que les gens bienveillants ne soient faux malheureux. Cette déclaration sibylline laissa Madame Witherby si perplexe que Mademoiselle Marple eut le loisir de payer ses timbres et de quitter la boutique avant que d'autres questions ne soient posées. Elle poursuivit son chemin, passant devant la grille de Rose Hill House, où les jardiniers y étaient sortis tôt et graves. Les portes-fenêtres de la bibliothèque étaient closes,
et un vague fantôme de l'agitation de la nuit précédente persistait sur les dalles. Le souvenir des pieds serrés et des têtes penchées a tendance à persister, comme la faible chaleur d'un chat endormi. L'inspecteur Mallory, comme l'avait dit mademoiselle Peck, était venu de Marlécombe, accompagné d'un sergent qui avait un crayon à l'oreille. L'inspecteur était un homme corpulent au visage pâle et à la politesse déterminée, la seule à laquelle les villageois accordaient leur confiance. Il avait passé une grande partie de la nuit à la bibliothèque avec le docteur Cavendish. Puis il avait discuté avec madame Pennington, le majordome et la femme de chambre Hélène, qui fondaient en larmes à chaque question. L'heure du décès est entre 4 et 5 heures, rapporta le docteur Cavendish, les mains jointes comme s'il annonçait une réunion. Une blessure au cou compatible avec une chute contre le bord du bureau, mais la position du corps ne concorde pas tout à fait. Il s'était penché sur le mort d'une main efficace et malheureuse, conscient à chaque instant que la pelouse était pleine de vivants. L'inspecteur avait grogné. « On verra bien ce que l'autopsie nous dira. » Il n'était pas homme à spéculer à voix haute alors que la moitié du village pouvait l'écouter derrière une porte. Il y avait une enveloppe dans la poche intérieure du défunt, contenant une carte. Thomas Avery, et l'adresse était londonienne, vague et élégante. Il y avait aussi un billet de train Paddington-Marlécombe, daté du matin même, et un petit appareil photo plat dans un étui en cuir usé. Le dos de l'appareil était fixé par un ruban adhésif noir, comme si son propriétaire se méfiait des charnières. Dans l'enveloppe contenant la carte, pliée en deux, se trouvait une photographie. Elle montrait 3 personnes debout devant le porche d'une église. Un homme, une femme et un enfant serrant une poupée par une jambe. Mais les visages étaient curieusement surexposés, flous en ovale pâle, comme si la lumière les avait effacés. « dit l'inspecteur Mallory en tenant la photo par les bords. « Plaque défectueuse ?» Le sergent, marié depuis 7 ans et père d'un beau-frère toujours en train de réparer des choses, déclara que cela lui semblait être un développement négligent. L'inspecteur remit le document dans l'enveloppe. À ce moment-là, cela ne semblait rien signifier d'autre que le fait que M. Thomas Avery était un photographe médiocre. Miss Marple l'ignorait, bien sûr. Pourtant, elle avait entendu la veille au soir, avant que la pluie ne commence, une jeune femme faire une remarque sur un homme avec un appareil photo qui rôdait dans les buissons. On se souvient des petits discours s'ils sont sur un ton inattendu. Rôder était un mot peu aimable lors d'une garden party. À midi, la Grand-Rue ressemblait à un courant lent. Il y avait plus de monde qu'un jour de semaine ne le justifiait. Des messages étaient envoyés, sans urgence ni but précis. On voyait des visages rarement vus à l'extérieur. Tantes invalides, gouvernantes au langage serré, prenant l'air avec gravité et apprenant en même temps. L'horloge de Saint-Swithin sonnait minuit avec une sorte de tristesse décente. Miss Marple avait été invitée à déjeuner avec le vicaire et madame Harding la veille, et après un bref débat intérieur sur la pertinence de tenir ses engagements après un décès, elle se présenta comme convenu. La maison du vicaire avait le don de se montrer à la hauteur des circonstances. Elle réservait un accueil sobre sans donner à quiconque l'impression que la conversation devait être étouffée dès ses débuts. Madame Harding, ronde et belle, d'une gentillesse inébranlable, servit la soupe et dit aussitôt « L'inspecteur Mallory vient prendre le thé, Miss Marple. Nous avons pensé que cela le soulagerait. J'ai entendu dire que madame Pennington était épuisée et qu'on l'avait mise au lit. » « Pauvre créature, » dit le vicaire. « Elle se sent responsable, je suppose, de tout ce qui se passe sur sa pelouse. » Il toussa. Bien qu'en effet elle ne puisse l'être. Miss Marple demanda avec sa douceur si quelqu'un avait réclamé le défunt. Le vicaire répondit que l'inspecteur pensait que l'identification serait possible grâce à l'adresse londonienne. Un agent avait été dépêché avec un télégramme. Il est curieux de constater que les tragédies villageoises dépendent de Londres pour leur conclusion, comme les pièces de province qui nécessitent un dernier acteur de la ville. « Il n'était pas des nôtres, » dit madame Harding. Personne ne connaissait son visage. « Mais vous l'avez remarqué, Miss Marple ? Je me demande ce que vous en avez pensé. »
Miss Marple, qui donnait rarement son avis et ne le faisait jamais sans raison, dit « Il marchait comme s'il n'était pas habitué à la surface. » « Oh, vraiment ?» Prudent du vicaire, elle ajouta « La pelouse, vous savez. Quelqu'un qui passe la plupart de son temps sur les trottoirs apprend à placer ses pieds différemment. Ce sont les petits muscles autour de la cheville, je crois. » Madame Harding semblait plutôt impressionnée par les chevilles. Le vicaire répondit « Tout à fait », du ton d'un homme, résolu à y réfléchir plus tard. Ils parlèrent, parce qu'il le fallait, d'autre chose, de l'interprétation par le cœur de « Conduisez, allumez bienveillamment », de la nouvelle pergola de Madame Pennington, des nerfs d'Hélène. Une chose effrayante, les nerfs. Il semblait toujours impliquer des serviettes et une bouteille de sel volatile. Pourtant, la conversation revenait d'elle-même, à l'image de l'homme dans la bibliothèque. L'esprit palpe le bleu qu'il ne peut s'empêcher de toucher. Lorsque l'inspecteur Mallory vint prendre le thé, il se présenta avec l'air précis de quelqu'un qui ne souhaite s'immiscer dans rien. Il remercia Madame Harding pour les scones comme s'il s'agissait d'une obligation professionnelle, et fit un signe de tête à Miss Marple avec la courtoisie que certains hommes réservent aux grands-mères et aux reines. Il l'avait déjà rencontrée une fois, pas ici mais ailleurs, et s'était forgé l'idée qu'elle n'était pas une dame à dédaigner pour de la dentelle et un châle. « Nous garderons le silence », a-t-il déclaré. « La police londonienne participera à l'identification. En attendant d'en savoir plus, je vous prie de vous abstenir de répéter les rumeurs comme si elles étaient vraies. » « La rumeur, dit le vicaire, est le journal du diable. » Madame Harding rougit et offrit plus de confiture. Miss Marple demanda, presque sur un ton d'excuse, si l'inspecteur pouvait leur dire quelque chose sur les circonstances. « Seulement, peut-être ne devrions-nous pas nous inquiéter si l'affaire s'avère simple et absurde, inspecteur. Parfois, une glissade sur un tapis, un accident des plus banals, peut prendre des allures dramatiques. » L'inspecteur Mallory prit une inspiration mesurée. « Je ne pense pas, mademoiselle Marple, que M. Avery, si c'est bien son nom, soit tombé de son plein gré. » Le vicaire posa sa tasse. « Mon Dieu !»« Il y avait des marques sur le bord du bureau, » poursuivit l'inspecteur, « et une contusion sur le bras, pas tout à fait compatible avec une chute. Nous en saurons plus bientôt. » Miss Marple, qui faisait doucement tourner sa cuillère à café, ne parut pas surprise. « Et la servante ?» demanda-t-elle. « Elle a crié très vite. » Les yeux incolores de l'inspecteur Mallory se posaient sur elle avec intérêt. « C'est vrai ? Une personne qui crie avant d'être certaine de ce qu'elle a vu a soit un tempérament particulier, soit une alarme préalable, » observa Miss Marple. « J'aimerais savoir lequel. »« Moi aussi, » dit l'inspecteur pensivement. Il ne partageait cependant pas tout. L'appareil photo et la photo, celle aux ovales pâles, il les gardait pour le moment dans sa poche. Ce n'était pas tant une question de secret que de propreté. On ne renverse pas toutes ces affaires sur une table de salon. Après son départ, et après que le vicaire eut repris avec fermeté le sujet de l'hymne de la chorale, Mademoiselle Marple demande si on lui permettrait une petite liberté. Une promenade à Rose Hill plus tard. J'aimerais voir les portes de la bibliothèque en plein jour. Madame Harding parut troublée un instant, puis rassurée en ne voyant qu'une dame frêle et âgée resserrer un peu les cordons de son chapeau. En fin d'après-midi, après que le vicaire eut rédigé un mot de condoléance sur du papier rigide et que Madame Harding eut trouvé un chapeau pour se protéger de la pluie, car le ciel menaçait d'une nouvelle averse, Miss Marple se dirigea seule vers Rose Hill House. Il existe une façon de se déplacer qui n'attire pas l'attention. Elle l'avait perfectionnée dans les jardins depuis longtemps. Un valet de pied, habitué à la voir au thé et aux brocantes, laissa son regard glisser sur elle comme on voit un rouge-gorge et on l'oublie aussitôt. Les portes-fenêtres étaient déverrouillées, mais la vitre révèle des choses à un regard fixe. La bibliothèque, au-delà, ressemblait à celle que l'on trouve après une agitation. 2 chaises déplacées, un abat-jour légèrement de travers, un livre laissé ouvert sur le devant, comme s'il était pris d'une soudaine honte. Sur les dalles extérieures, la pluie avait déposé un léger vernis sur les éraflures de la veille. Miss Marple s'agenouilla.
Il est surprenant de constater la souplesse des vieilles dames, et examina un étroit sentier qui menait du gravier aux dalles. Les traces de talons étaient profondes, l'orteil léger. Elle les suivit d'un doigt ganté et, au bout d'un instant, sourit de sa propre bêtise. On pourrait trop parler des empreintes de pas. Elles ont trompé plus d'un homme intelligent. Ce qui l'intéressait le plus, c'était la présence d'un seul pétale, non pas celui des roses de Madame Pennington, au port large et fourni, mais celui d'une petite fleur rigide, jaune pâle, légèrement striée de pollen à sa base. Elle avait vu ce jaune sur les corsages la veille. Madame Pennington en avait reçu plusieurs de sa serre, du jasmin d'hiver forcetto. Mais le pétale n'était pas abîmé comme il l'aurait été s'il était tombé à l'heure du thé. Il reposait frais sur la dalle humide. Quelqu'un a apporté son petit rayon de soleil ici assez tard, murmura Miss Marple. Son regard se porta sur la poignée de porte. Là, dans la légère courbure du laiton, se trouvait une tache fine. Pas de la poussière. La pluie l'avait emportée. Elle avait l'étrange matité d'un objet terni, comme une touche de suie, ou le léger résidu laissé par des gants noirs bon marché lorsque la teinture est humide. Elle n'y a pas touché. En se redressant, avec précaution car les os sont tenaces, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Une jeune femme se tenait à quelques pas, du genre qu'on ne remarque pas au premier abord. Cheveux bruns, robe brune, la gravité d'une personne qui a longtemps pratiqué la discrétion. C'était Hélène, la femme de chambre de Madame Pennington. Ses yeux étaient rouges, ses mains s'activaient sur son tablier. « Oh !» commença Hélène. « Pardon, mademoiselle. »« C'est moi qui devrais demander pardon, ma chère, » dit Miss Marple, songeant que les excuses sont souvent synonymes de permission. J'admirais simplement la maçonnerie. Les vieilles maisons résistent si bien à l'humidité. Hélène jeta un coup d'œil aux porte-fenêtres, puis détourna le regard, comme si c'était un visage qu'elle n'aimait pas croiser. On m'a dit de ne pas venir ici, sauf que j'ai dû aller chercher un châle pour madame hier. Elle s'arrêta, déglutie. Je ne voulais pas crier. Crier, dit Miss Marple, ne vient pas intentionnellement. Hélène pinça les lèvres. Je pensais. Elle regarda Miss Marple comme si elle hésitait entre deux dangers. J'ai cru le voir avant. Pas mort, mademoiselle. Plutôt, près du bosquet. Il observait. Seulement, quand j'en ai parlé à Madame Pennington, elle m'a dit de ne pas contrarier les invités. « Et donc tu es allée à la bibliothèque ?» dit doucement Miss Marple, « pour chercher le châle. » Les mains d'Hélène tordirent le tablier en corde. « Oui, mademoiselle. »« Avez-vous rencontré quelqu'un là-bas ?»« Non, mademoiselle. Seulement... » Elle balbutia. « Seulement la porte était fermée à mon retour. Et elle était ouverte avant. Je m'en souviens parce que j'ai pensé que c'était une imprudence de la laisser ainsi, avec les chambres pleines et tout. Et puis j'ai vu... » Le souffle d'Hélène s'accéléra. Elle émit un petit son inarticulé, mi-sanglot, mi-excuse. Miss Marple lui tapota le bras d'un geste léger comme un oiseau. « Tu es une bonne fille de faire ton travail même quand ton cœur bat la chamade, » dit-elle. « Essaie de ne pas penser au moment présent, seulement aux étapes qui le précèdent. 1, 2, 3. C'est dans l'ordre des choses que l'on trouve du courage. » Hélène hocha la tête d'un air malheureux et s'éloigna d'un pas rapide et irrégulier, comme si chaque pied apprenait à nouveau son devoir. Miss Marple la regarda partir avec une gravité nouvelle. La servante n'avait pas menti. Elle n'avait pas non plus tout dit, non pas par désir de dissimulation, mais parce que les esprits effrayés sont de piètres bibliothécaires. Ils égarent la page même qu'on souhaite lire. Il recommença à pleuvoir, une fine bruine pensive. Miss Marple se retira sous l'abri du porche latéral. Elle resta là un moment, écoutant le rythme grinçant sur l'ardoise. Un souvenir lui revint. La sensation particulière du coton noir bon marché lorsqu'il était mouillé et taché sur les doigts. L'odeur du jasmin d'hiver apporté dans une pièce chaude. L'expression d'un gentleman dont la patience est mise à rude épreuve par le temps. Elle avait vu un tel visage hier où? Ah oui, le major Westcott, debout, raide, près de la porte de la bibliothèque,
consultant sa montre comme si elle lui avait été déloyale. De retour dans la grande-rue, les conversations allaient du bon train. Le propriétaire du King's Arms déclarait avoir offert un whisky à un inconnu durant la semaine, qui lui avait posé de nombreuses questions sur Rose Hill House. Madame Castle, qui tenait la modiste, était certaine d'avoir vu le défunt 2 fois, une fois le mois dernier et une fois au printemps. C'était improbable. Mais elle se souvenait très bien d'un chapeau que l'inconnu n'avait pas pu porter, et ce souvenir lui semblait donc solide. Le sonneur de cloche de St. Swithin's était certain qu'aucun homme de ce genre n'avait jamais traversé la place. L'esprit humain, capable de contenir 2 idées contradictoires sans difficulté, était très occupé. Cette nuit-là, de petits cercles se formèrent dans les salons et autour des tables de cuisine, et le nom Thomas Avery, car un nom donne à l'anxiété un hameçon pour s'accrocher, était prononcé comme un charme. Certains avaient là beaucoup à dire sur les Londoniens qui venaient dans les villages avec des appareils photo. D'autres se souvenaient, avec dégoût, de l'élargissement récent du cercle social de Madame Pennington. Certains espéraient que l'inspecteur Mallory serait décisif. D'autres, plus nombreux peut-être, espéraient qu'il ne le serait pas. Les hommes décisifs ont le don de toucher ce que l'on préfère laisser de côté. Miss Marple était assise près de sa fenêtre à St. Mary Mead, car elle était rentrée à la tombée de la nuit plutôt que de s'en remettre à la bienveillance de ses connaissances. La pluie faisait un rideau sur la vitre. Elle avait son tricot sur les genoux, et pendant un bon moment, elle ne reprit pas ses aiguilles. À mesure que la soirée s'approfondissait, un petit cortège lui traversa l'esprit. Une servante qui hurlait avant même de savoir. Le talon d'un gentleman appuyant trop fort sur la pelouse. Un pétale là où il ne devrait pas y en avoir. Une tache sur du cuivre qui n'appartenait pas à des mains délicates. Et quelque part, comme le fantôme d'un sourire dont on ne se souvient plus très bien, l'idée d'une photographie où les visages étaient pâles, indistincts, exemptés de toute identité. Il y a 2 sortes de dissimulation, dit Miss Marple à voix haute, sans hésiter à s'adresser à une pièce vide. L'une dissimule une chose en la rangeant, l'autre la dissimule en la montrant imparfaitement. Elle reprit enfin sa laine, et le léger bruit pratique des aiguilles se fit entendre. Quel réconfort de réaliser un point net et complet quand tant de choses sont en désordre. Dehors, la pluie s'arrêtait, et l'horloge de l'église, entre 2 averses, sonnait à nouveau avec une humble patience. Au matin, Rose Hill aurait une nouvelle certitude, ou quelque chose qui en aurait ressemblé, car l'inspecteur Mallory comptait procéder à une arrestation. Mais le village, avec son appétit ardent pour les conclusions, ignorait encore que la conclusion peut parfois être un début, et qu'un visage effacé sur une photo pouvait être non pas un accident, mais un choix. Miss Marple, qui avait beaucoup vu et peu oublié, restait assise, immobile. Elle avait un petit plan en tête, non pas une action, ce qui aurait été vulgaire, mais poser des questions sur le chemin de certaines personnes, afin qu'elles trébuchent dessus et baissent peut-être les yeux. Chapitre 3. Une arrestation est effectuée. Le lendemain matin, le calme se fit plus que trompeur. Un soleil pâle perçait un épais tapis de nuages, et l'air matinal était empreint de cette fraîcheur qui donne aux choses ordinaires. Le cri d'un laitier, le cliquetis d'une roue de charrette, une importance étrange. Pourtant, sous les haies nettes et les chemins gravillonnés de Rose Hill, régnait une certaine attente, une attente collective, comme si le village lui-même attendait des nouvelles. Il est arrivé juste après le petit déjeuner. L'agent Briggs, le visage rouge de honte sous l'effet de son importance, arpentait High Street avec une dignité visible, s'arrêtant 1 ou 2 fois, comme s'il hésitait à gâcher les fêtes en se pressant. Au King's Arms, quelques commerçants abandonnèrent leur tasse de thé pour le suivre. Madame Castle, sortant de chez sa modiste, un torchon à la main, murmura à Madame Witherby par-dessus les pavés. « Il paraît qu'il va chez le major. » En effet, le gendarme se tourna vers les grilles de Westcott Lodge, une maison géorgienne carrée à l'allure respectable et obstinée. Le major Westcott lui-même l'accueillit sur les marches,
sa moustache hérissée dressée comme un étendard d'indignation. La conversation qui suivit fut calme mais visible, ponctuée de gestes secs du major et d'une fermeté polie et inébranlable de la part de Briggs. Finalement, le major se laissa convaincre de l'accompagner. Son visage était couleur brique, et lorsqu'il jeta un coup d'œil dans la rue, ses yeux brillèrent du mépris d'un soldat pour les spectateurs. À midi, l'histoire avait pris de l'ampleur. Le major avait été arrêté, vrai, accusé de meurtre, faux, et trouvé en possession d'une paire de gants noirs, vrai mais pas inhabituel pour un gentleman. Le village, avide de certitude, le désigna comme coupable. Le village réagit. À la poste, Madame Weatherby déclara avoir toujours trouvé le major un peu trop rigide pour être tout à fait sain d'esprit. Mademoiselle Peck haussa un sourcil, mais affranchit ses enveloppes sans protester. Chez le boulanger, un jeune apprenti jura avoir vu Westcott se disputer avec le défunt à Marleycombe. Un exploit remarquable, sachant que personne ne savait encore s'ils s'étaient rencontrés. Et à Rose Hill House, les domestiques murmurèrent que le major avait été aperçu près de la bibliothèque juste avant la découverte du corps. Miss Marple, écoutant ces rapports depuis son fauteuil en osier, sur sa petite pelouse à St. Mary Mead, tricotait sans relâche. Une ride se dessina entre ses sourcils, non pas sous le choc, mais sous l'effet d'une réflexion approfondie. Annonce de l'inspecteur Mallory. Cet après-midi-là, l'inspecteur Mallory tint une brève conférence dans le salon de Rose Hill House. Madame Pennington, pâle et affolée, avait insisté pour être présente, bien qu'elle ait eu besoin de salle de bain à 2 reprises. Le docteur Cavendish, sérieux et digne, se tenait près de la fenêtre, les mains jointes. Mademoiselle Marple, invitée par Madame Harding, avec l'assentiment discret de l'inspecteur, prit discrètement place près du coin. Mallory s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous informer que le major Westcott est actuellement en détention, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Certains faits rendent sa situation extrêmement grave. Il a été aperçu à proximité de la bibliothèque avant la découverte du corps, et des marques compatibles avec des bottes militaires ont été retrouvées sur les dalles extérieures. De plus, une paire de ses gants porte un léger résidu de suie ou de teinture, semblable à ce que nous avons observé sur la poignée de la porte de la bibliothèque. » Madame Pennington poussa un faible cri, tandis que le docteur Cavendish murmura quelque chose comme « Très regrettable en effet. » Miss Marple ne dit rien. Ses aiguilles claquaient doucement, un léger contrepoint aux paroles brutales de l'inspecteur. Un doute silencieux. Ce n'est que plus tard, lorsque Madame Harding et Mademoiselle Marple se promenèrent ensemble dans le jardin, que la vieille dame prit la parole. « Pensez-vous qu'il soit si probable, » demanda Miss Marple, « qu'un homme ayant la formation du major laisse des traces si judicieusement placées? Il me semble plutôt que les preuves voulaient être retrouvées. » Madame Harding, surprise, dit « Mais Miss Marple, vous ne pouvez sûrement pas douter de l'inspecteur. » « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « je ne doute jamais de l'inspecteur. C'est un homme excellent. Mais j'ai connu bien des circonstances fortuites et bien des gentlemen qui ciraient leurs bottes chaque soir jusqu'à ce qu'elles brillent. Les marques sur une dalle peuvent nous dire quelque chose, mais elles ne nous disent pas toujours ce que nous pensons. » Elle marqua une pause, appuyée sur son parasol, tandis qu'ils atteignaient un massif de dahlias tardifs. « Et il y a cette curieuse histoire de la photo. » Madame Harding cligna des yeux. « Une photo ? » ?»« Oui, » murmura Miss Marple, plus pour elle-même que pour sa compagne. « Une photo où les visages ne sont pas représentés. Je me demande vraiment pourquoi on devrait conserver une telle photo. » Les 2 femmes restèrent un moment silencieuses. Quelque part dans la maison, derrière elles, une porte claqua, et le son étouffé de voix élevées résonna sur la pelouse. L'inspecteur tenait son homme. Le village avait ses ragots. Mais Miss Marple, sereine et perspicace, n'était pas convaincue. Chapitre 4. Les ombres derrière la respectabilité. L'arrestation du major Westcott, au lieu de faire taire les esprits, ne fit que les multiplier.
Dans les villages, le silence est rarement synonyme de suspicion. Il engendre plutôt une douzaine de petits murmures qui s'insinuent dans les haies et les rideaux des salons, enflant jusqu'à paraître plus importants que les faits. À la fin de la semaine, Rose Hill était devenu un village aux opinions partagées. La moitié croyait le major coupable, l'autre moitié trouvait cela absurde et monstrueux. La détresse de Madame Pennington à Rose Hill House. Madame Pennington s'était réfugiée dans sa chambre. Sa femme de chambre, Hélène, monta les plateaux et revint les yeux rouges et les lèvres pincées, déclarant que Madame ne mange que du bouillon et pleure sur le Times. Certains pensèrent que ce chagrin provenait de l'horreur suscitée par un meurtre commis sous son toit. D'autres insinuèrent une raison plus personnelle. Madame Pennington et le major avaient été autrefois proches, et le scandale de sa chute la frappa au cœur autant que sa réputation. Miss Marple, écoutant Hélène avec bienveillance, ne posa aucune question directe, mais conserva l'information. Elle avait remarqué, après tout, le regard que Madame Pennington avait un jour porté sur le major par-dessus une pelouse bondée d'invités. C'était le regard d'une femme à la fois résignée et pleine de reproches. Le docteur Cavendish parle trop librement. Pendant ce temps, le docteur Cavendish effectuait sa tournée avec une gravité inhabituelle. C'était un jeune homme compétent, mais trop désireux d'impressionner, et mademoiselle Marple remarqua qu'il parlait un peu trop lorsqu'il était interrogé par les curieux. Au cours d'un thé avec madame Harding, il avait confié que le coup porté au cou de M. Avery ne pouvait guère provenir d'une chute accidentelle. En effet, le coup a été porté avec précision, dit-il, les yeux brillants derrière ses lunettes. Un coup délibéré, mais pas forcément avec une grande force. Madame Harding, choquée, avait répété cela à sa cuisinière. La cuisinière, à son tour, l'avait répété à sa sœur, et bientôt la phrase grève délibérée, il roulait sur la grande-rue comme une bille qui ramasse la poussière. Miss Marple, cependant, songea que peu d'hommes du village possédaient les connaissances anatomiques nécessaires pour porter un coup fatal précisément au bon endroit. C'était, pensa-t-elle, un acte plutôt spécialisé. Les secrets du jardin du presbytère. Un soir, alors que le crépuscule tombait doucement sur les pelouses, Miss Marple se promena dans le jardin du vicaire. Il l'avait invitée sous prétexte d'examiner une tache de moisissure gênante sur les rosiers, mais son véritable objectif se révéla bientôt. « Ma chère Miss Marple, dit-il gravement, vous avez beaucoup vécu et connaissez la nature humaine aussi bien que les Écritures. Dites-moi, pensez-vous que le major Westcott soit capable d'un tel exploit ?» Miss Marple toucha une feuille de sa main gantée. « Capable, peut-être. Nombreux sont ceux qui le sont, compte tenu du moment. Mais probable, vicaire. Je n'en suis pas convaincu. » Il soupira. « Moi non plus. Pourtant, j'avoue avoir entendu des rumeurs. » Elle le regarda, attendant. Le vicaire hésita, comme s'il répugnait à se salir les lèvres. Il y a des années, on parlait de dettes, de cartes peut-être, et du regretté mari de madame Pennington, mécontent des fréquentes visites du major. Miss Marple hocha la tête pensivement. Oui, dette, orgueil et amour déçu, ce sont de vieux compagnons, mais ils ne mènent pas toujours au meurtre. Parfois, ils se contentent de s'asseoir à table et de rendre l'atmosphère désagréable. La confession de la servante. Plus tard dans la soirée, Miss Marple retrouva Hélène, cette fois devant le portail du cimetière de Saint-Swithin. La jeune fille était pâle à la lumière des lampes, serrant son châle contre le froid. « Oh, Miss Marple, dit-elle presque à voix basse, ils diront que j'ai fait une bêtise, mais il faut que je le dise à quelqu'un. La photo, celle qu'ils ont trouvée, je l'ai déjà vue. »« Avant, ma chère ? » ?»« Oui, à la bibliothèque il y a une semaine. Monsieur Avery, si c'est bien son nom, est venu demander à voir madame, mais elle n'était pas là. Il a attendu, et je l'ai vu le sortir de sa poche et le fixer, comme s'il l'effrayait. Puis il l'a remis. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que... » Elle s'interrompit avec un frisson. Miss Marple la regarda avec douceur. « Vous avez bien fait de me le dire. Les photographies peuvent être très curieuses.
Parfois elles en disent trop, et parfois trop peu. Hélène semblait déconcertée, mais semblait soulagée par le calme de la femme plus âgée. Le triomphe de l'inspecteur Mallory. Pendant ce temps, l'inspecteur Mallory poursuivait son enquête avec une assurance qui en impressionna plus d'un, mais pas Miss Marple. Il montra les gants, les empreintes de pas et les témoignages comme si l'affaire était presque close. Le major avait l'occasion, et il avait raison, déclara Mallory un soir à l'auberge, ses paroles entendues par une demi-douzaine d'oreilles avides. Mais Miss Marple, sirotant son thé léger au coin du feu, murmura « La cause et l'opportunité, oui. Mais où est l'esprit derrière l'acte? Où est le petit mobile qui rend possible tous les grands? » Une atmosphère inquiétante. Le village lui-même semblait transformé. Les portes se fermaient un peu plus vite. Les rideaux tremblaient plus brusquement. Sur les bancs de l'église, les regards se croisaient comme des oiseaux. Certains plaignaient le major, d'autres le condamnaient, mais tous ressentaient l'étrangeté d'un crime qui s'étendait jusque dans leurs ruelles tranquilles. Et en dessous de tout cela se trouvait la photographie. Bien que l'inspecteur Mallory n'en ait rien dit publiquement, son existence s'était répandue dans les ragots comme de l'encre dans l'eau. Une photographie où les visages étaient impassibles. Pour certains, ce n'était qu'une curiosité, pour d'autres, un présage. Mais pour Miss Marple, c'était une clé, même si elle ne pouvait encore en être certaine. Ce soir-là, elle posa son tricot en soupirant. Elle avait vu bien des motifs dans sa vie, des dentelles, des querelles familiales, de petits péchés qui se transformaient en grands. Celui-ci n'était qu'à moitié tricoté, mais elle sentait le fil filer dans une direction que l'inspecteur Mallory n'avait pas encore remarquée, et elle craignait qu'avant qu'il ne soit terminé, un autre point tragique ne s'ajoute au dessin. Chapitre 5. Un deuxième choc. 3 jours plus tard, par une matinée pluvieuse et venteuse, Rose Hill se retrouva à nouveau en proie à l'agitation. Un coup de vent s'était abattu pendant la nuit, venant de l'ouest, dispersant des branches le long des chemins et transformant les ifs du cimetière en silhouettes lugubres. Les villageois, blottis sous leurs parapluies, vaquaient à leurs occupations avec la satisfaction d'avoir un sujet de conversation autre que le meurtre. Mais à midi, les conversations avaient repris sur des sujets plus sombres. La découverte à l'étang du moulin. Ce fut le jeune Timothy Pratt, sorti avec son chien, qui donna l'alerte. Le garçon courut dans la rue principale, les cheveux plaqués sur le front, criant qu'il y avait un homme près de l'étang du moulin, tout bizarre. L'agent Briggs fut appelé, et l'inspecteur en personne arriva rapidement. Là, à moitié dissimulé parmi les roseaux, ils découvrirent le corps d'un inconnu. Non pas celui de Thomas Avery, il gisait déjà dans le cimetière sous une bâche, attendant l'enquête, mais celui d'un tout autre homme. Son manteau était trempé, ses poches vides, et son visage portait l'expression indéniable de la violence subie. La nouvelle se répandit plus vite que les nuages. Un second décès, si proche du premier, était plus qu'une simple coïncidence. Pour certains, cela prouvait sans l'ombre d'un doute que Rose Hill était maudit. Pour d'autres, c'était simplement la confirmation qu'un crime, une fois commis, arrive rarement seul. Le dilemme de l'inspecteur Mallory. Cet après-midi-là, dans le salon du King's Arms, l'inspecteur Mallory s'exprimait avec une profonde lassitude. La nouvelle victime, annonça-t-il, était identifiée par des initiales cousues sur sa chemise. H.T. On pensait que l'homme était Harold Tebbit, un voyageur de commerce connu à Marleycombe et dans les environs. Ce qui m'inquiète le plus, dit Mallory, c'est le lien entre cet homme et feu Monsieur Avery. Tous deux londoniens, tous deux à Rose Hill dans des circonstances peu compréhensibles, et tous deux morts dans la semaine. Dans un cas, il pourrait s'agir d'un accident, même si je n'y crois pas. Dans l'autre, il s'agit d'une intention délibérée. Les villageois hochèrent à la tête, les yeux écarquillés, et lorsqu'on s'enquit du commandant Westcott, l'inspecteur pinça les lèvres. « Le commandant est toujours en détention, » dit-il, « mais je ne dis pas que ce deuxième décès est de sa faute.
Il se pourrait que nous ayons affaire à quelque chose de plus grave qu'une simple altercation sur une pelouse. Les ragots s'intensifient. Le soir, Rose Hill était en proie aux spéculations. Madame Weatherby insistait sur le fait qu'elle avait toujours soupçonné un gang, évoquant des rapports de cambriolage dans les comtés voisins. Mademoiselle Peck affirmait qu'Harold Tebbit avait un jour posté un colis depuis son comptoir. Un colis qui, remarquez-le, faisait du bruit, comme s'il contenait quelque chose de vraiment louche. À l'auberge, le propriétaire jura avoir vu Avery et Tebbit ensemble 15 jours auparavant. Mais personne ne parvenait à s'accorder sur le fait qu'il s'agissait d'une conversation amicale ou d'une dispute plus ou moins sérieuse. Même le vicaire, habituellement un homme d'un optimisme placide, avoua à Miss Marple qu'il se sentait mal à l'aise, très mal à l'aise, ajoutant qu'il verrouillait maintenant la porte de la sacristie avec une diligence inhabituelle. Les observations de Miss Marple elle-même s'étaient rendues à pied cet après-midi-là, à l'étang du moulin. Elle s'était tenue à un peu de distance, son ombrelle levée contre la bruine, et avait observé les roseaux se courber sous le vent. Pour la plupart, il n'y avait rien à voir, à part les joncs piétinés où les agents avaient travaillé. Pour elle, c'était un motif différent. Elle remarqua par exemple que les bottes de l'homme ne présentaient aucune trace de boue sur le coup-de-pied, bien que le bord de l'étang fût détrempé. Cela suggérait qu'il avait été porté ou traîné plutôt que d'y être arrivé lui-même. Elle remarqua également un curieux morceau de papier coincé dans les roseaux. La moitié d'un support photographique déchiré, comme on en achète à Londres pour conserver un tirage en sécurité dans un portefeuille. Elle ne le dit pas à voix haute. Au lieu de cela, elle glissa discrètement le fragment dans son sac à main. Une conversation privée. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Madame Harding. Au cours d'une tasse de thé, elle lui fit remarquer avec une apparente douceur. Il est singulier de voir comment la mort succède à la mort. On est tenté de supposer un lien. Pourtant, je me souviens d'une certaine affaire survenue à St. Mary Mead, il y a de nombreuses années, où deux malheurs bien distincts se sont produits en l'espace de 15 jours, et tout le monde a insisté sur le fait qu'ils devaient être liés. Finalement, on a découvert que l'un était un accident, et l'autre, eh bien, une cruauté délibérée. L'esprit déteste les coïncidences, voyez-vous, même si elles existent parfois. Madame Harding se pencha en avant, inquiète. « Pensez-vous donc, Miss Marple, que le major est innocent ?» Miss Marple sourit doucement. « Je pense que l'innocence et la culpabilité ne se décident pas par opinion, ma chère. Elles se trouvent dans les petits détails, les choses que les gens négligent. Un gant par-ci, un pétale par-là, un bout de papier au bord de l'eau. Ils racontent leur histoire, si l'on a la patience d'écouter. » Madame Harding semblait déconcertée, mais mademoiselle Marple semblait contente de siroter son thé. Malaise dans le village. Ce soir-là, les cloches de Saint-Swithin sonnèrent l'heure avec une solennité inhabituelle. Les portes furent verrouillées et les fenêtres fermées avec un soin accru. Rose Hill, autrefois village de joyeux commérages et de bonnes manières, ressemblait désormais à la scène où se jouait un drame invisible. La photo sans visage, l'homme à l'appareil photo, l'arrestation du major, et maintenant un second cadavre dans les roseaux, autant de fils d'un schéma encore indéchiffrable. Miss Marple, tricotant tranquillement dans son salon, considérait le fragment de support photographique posé dans son panier à ouvrage. Elle repensa à l'appareil photo d'Avery, scellé avec du ruban adhésif, et à la confession effrayée d'Hélène. Puis, avec un léger soupir, elle posa ses aiguilles. « 2 morts, murmura-t-elle, mais une seule histoire, et elle n'est pas encore complètement racontée. » Chapitre 6. Les secrets sont révélés. Le choc de la mort d'Harold Tebbit était à peine passé que Rose Hill commença à exhaler ses vérités cachées. C'est une chose curieuse dans les villages, la calamité délie les langues. Des choses poliment tues depuis des années finissent soudain par être murmurées, comme si la tragédie elle-même en avait donné l'autorisation. Le passé de Madame Pennington.
Ce fut bien sûr madame Witherby qui, la première, exprima ce que d'autres ne firent que sous-entendre. Autour d'un gâteau aux graines, au salon de madame Cassel, elle déclara que madame Pennington avait eu plus qu'un faible pour le major Westcott dans les jours précédant le décès de son mari. « Remarquez, » ajouta madame Witherby d'un air d'équité réticente, « rien d'inconvenant. » Mais elle l'invitait quand même à prendre le thé plus souvent que d'habitude, et son défunt mari, le colonel Pennington, n'approuvait pas. « Oh, je l'ai vu à sa mâchoire crispée. » Madame Cassel pinça les lèvres. « Et maintenant, le colonel étant parti depuis 5 ans, le major a peut-être pensé à renouer avec eux. Imaginez si M. Avery avait été au courant. Sinon, pourquoi rôder à Rose Hill avec son appareil photo ?» Cette remarque, agrémentée de nombreux hochements de tête, se répandit rapidement. Bientôt, la moitié du village accepta comme un fait avéré qu'Avery était venu faire chanter madame Pennington avec une photographie indiscrète. L'étrange photo au visage impassible, bien que personne ne l'eût vue, devint le symbole d'un scandale dissimulé. Les finances du docteur Cavendish. Pendant ce temps, l'inspecteur Mallory découvrit un autre fil conducteur. Une enquête menée à Marlécombe révéla que le docteur Cavendish vivait bien au-delà de ses modestes moyens. Les factures de la pharmacie étaient restées impayées. Un prêt bancaire avait été discrètement accordé. Un soir, au King's Arms, l'inspecteur confia au propriétaire que le nom du jeune médecin avait même été associé à des investissements spéculatifs à Londres. Un homme avec le goût du risque, selon les termes de Mallory. Lorsque cette nouvelle parvint au village, elle fut accueillie avec un mélange de déception et de délectation. La respectabilité, une fois fragilisée, ne ressemble plus jamais à la même, et Miss Marple, entendant l'histoire racontée par madame Harding, se contenta de murmurer « Oui, il est remarquable de voir combien de fois les gentlemen malchanceux aux cartes ou au placement se retrouvent soudainement à court d'argent. » La peur d'Hélène. Pendant ce temps, la servante, Hélène, pâlissait de jour en jour. Elle se confia une fois de plus à Miss Marple, qu'elle rencontra par hasard devant le cimetière. « J'y ai beaucoup réfléchi, mademoiselle, » murmura Hélène en enroulant ses mains dans son châle. « Cette photo, je sais que ce n'était pas n'importe qui. J'en suis sûre, même si les visages sont tout blancs et flous. Je crois que c'était ici, à Rose Hill, ce Lychgate sur la photo. Je l'ai traversé maintes fois. » Miss Marple la regarda avec douceur. « Oui, ma chère. Elle ressemble à notre propre portail, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, on pourrait se demander, qui étaient ces 3 personnes debout là, les traits si curieusement effacés? » Hélène frissonna. « Ça me fait peur, mademoiselle. C'est comme si on ne voulait pas les voir, comme si leur visage avait été volé. » Miss Marple posa une main bienveillante sur le bras de la jeune fille. « Courage, mon enfant. Les choses cachées finissent toujours par éclater au grand jour, souvent plus tôt qu'on ne le pense. » La révélation du vicaire. Le soir même, le vicaire rendit visite à mademoiselle Marple, le visage grave. « Je me sens obligé, dit-il, de vous dire quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec cette affaire. Il y a quelques semaines, un monsieur, que je crois maintenant être monsieur Avery, est venu me voir après la messe. Il m'a posé des questions sur les affaires du défunt colonel Pennington. Des questions curieuses, mademoiselle Marple, sur l'argent et sur son testament. » Miss Marple le regarda avec un intérêt serein. « Et qu'avez-vous répondu, vicaire ? » « Je lui ai seulement dit que le colonel avait laissé sa veuve confortablement installée. Ce qui est vrai. Mais j'avoue que j'étais mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans son attitude, comme s'il n'en savait plus qu'il ne le devrait, et qu'il souhaitait connaître le reste. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Oui, cela ne ressemble pas à une simple curiosité, mais à une intention délibérée. » Le casse-tête de l'inspecteur Mallory. L'inspecteur Mallory était désormais un homme inquiet. 2 morts, chacune liée à Londres, et désormais un enchevêtrement de mobiles. Les dettes et l'humeur du major, les possibles indiscrétions de madame Pennington, les finances du médecin et une mystérieuse photographie que personne ne comprenait. Dans son logement, il étala les preuves sur la table. Les gants, les bottes, le morceau déchiré du support photographique,
l'appareil encore scellé avec son ruban adhésif. Il les observa avec la patience pesante d'un homme qui tente d'entendre la musique d'instruments pas encore accordés. Miss Marple, dans son élégant salon de Saint-Mary-Mead, faisait à peu près la même chose, mais elle écoutait non pas les objets, mais les gens, leurs lapsus, leurs petites contradictions, les infimes détails humains qui s'accrochaient comme des bavures. Et dans ces fragments, elle commença à percevoir une structure, un soupçon d'obscurité. On ignorait encore qui avait porté le coup fatal dans la bibliothèque, ni qui avait laissé Harold Tebbit flotter parmi les roseaux. Mais il était clair pour Miss Marple que ces deux morts appartenaient à la même histoire. Une histoire de fierté, d'argent et de quelque chose de bien plus sombre. La suppression délibérée de visage d'une mémoire qui n'aurait pas dû être effacée. Tandis qu'elle pliait son tricot et le rangeait soigneusement, elle pensa « Oui, le passé fait pression sur le présent. Et ceux qui ont tenté de le cacher découvrent à quel point la vérité peut être tenace. » Chapitre 7. Un coup de couteau. Pendant plusieurs jours après que le corps d'Harold Tebbit eut été retiré de l'étang du moulin, Rose Hill vécut dans une sorte d'attente inconfortable. La pluie était passée, laissant l'air vif et pur, mais la luminosité n'était pas réjouissante. Les rideaux tremblaient plus fréquemment, les courses s'étiraient, et la rue principale semblait vibrer d'une question que personne n'osait formuler directement. Quand cela se reproduira-t-il ? Une visite de Londres. La réponse arriva de façon inattendue. Tard un matin, une voiture entra à vive allure dans le village et s'arrêta devant Rose Hill House. De la voiture descendit un homme mince, aux cheveux noirs, vêtu d'un costume de ville. Il portait une mallette en cuir et affichait une assurance qui suggérait à la fois éducation et autorité. L'inspecteur Mallory l'accueillit à la grille. Le nouveau venu se présenta comme étant Monsieur Granger, un notaire londonien. Il était venu, dit-il, pour représenter la succession du défunt colonel Pennington. Il présenta des lettres, agita vivement les lettres de créance et demanda un entretien privé avec Madame Pennington. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un notaire de Londres. Aussitôt, les rumeurs reprirent au sujet du testament du colonel Pennington, de propriétés dans le Surrey, de possibles irrégularités. Certains prétendaient que Madame Pennington avait caché une fortune. D'autres affirmaient qu'Avery et Tebbit étaient liés à cet héritage, leur mort étant le fruit inévitable de la cupidité. Miss Marple, assise avec Madame Harding pour prendre le thé, a simplement observé. Il est curieux de voir comment l'argent marche si souvent au pas avec la mort, même s'il ne montre pas toujours la voie. La photographie révélée. Cet après-midi-là, l'inspecteur Mallory, avec une gravité réticente, convoqua Madame Harding et Mademoiselle Marple au presbytère. La raison fut vite claire. L'appareil photo scellé appartenant à Thomas Avery avait enfin été ouvert. Les tirages, développés à Marleycombe sous l'œil de l'inspecteur, reposaient dans une enveloppe marron sur le bureau poli du vicaire. Mallory tapota la pile du doigt. « Je ne dirai pas que je les comprends, mais je ne peux nier leur singularité. J'apprécie vos impressions, mademoiselle Marple, si vous le voulez bien. » Miss Marple examina attentivement les photographies. Chacune représentait des scènes villageoises ordinaires, la rue principale, le cimetière, les jardins de Rose Hill House. Mais sur presque toutes les images, les visages humains étaient masqués par une absence étrange. Parfois, c'était une tache d'un blanc éclatant, parfois un flou, comme si le sujet avait changé. Seuls les contours des corps subsistaient, tête, épaules, posture, mais jamais de visage. Madame Harding poussa un petit cri. « Quelle horreur! On dirait des fantômes !» Miss Marple déposa délicatement les tirages. « Ce ne sont pas des fantômes, ma chère, simplement des photographies volontairement gâchées. Si l'on voulait préserver l'image de personnes sans leur identité, on ne pouvait pas faire mieux. » Mallory fronça les sourcils. « Mais pourquoi souhaiterait-on ça ?» Miss Marple sourit faiblement. « Pour garder une trace, inspecteur, mais pas pour attirer l'attention. » Une alarme de minuit. C'est cette nuit-là que le drame se produisit.
Vers minuit, les villageois furent réveillés par des cris provenant de Rose Hill Lodge, la résidence du major Westcott. Bien que le major lui-même fût enfermé à Marleycombe, sa maison n'était pas vide. Son domestique, le vieux Jenkins, était resté pour veiller à l'ordre. Jenkins fut retrouvé hébété et ensanglanté par un coup à la tête. Le petit bureau avait été saccagé, tiroirs ouverts, papiers éparpillés, coffre-fort forcé. Mais le plus curieux était ce qui avait été laissé derrière. Un album photo, ouvert sur le tapis. Ces pages étaient remplies de portraits de groupes d'années passées. Dîners régimentaires, gardes en partie, scènes de chasse. Pourtant, sur plusieurs pages, les visages avaient été soigneusement grattés à la lame. L'inspecteur Mallory, debout, l'air sombre, au milieu des débris, murmura « Voilà le lien. Des photos, toujours des photos. » Le reflet silencieux de Miss Marple. Lorsque Miss Marple apprit la nouvelle le lendemain matin, elle ne fut pas surprise. Après tout, elle soupçonnait depuis longtemps que les photographies étaient au cœur du mystère. Assise avec son tricot dans le petit salon ensoleillé de son cottage, elle réfléchissait. On supprime un visage d'une photo pour une seule raison, empêcher qu'il soit reconnu ultérieurement. Autrement dit, ceux qui sont derrière ces morts redoutent davantage le souvenir du passé que la découverte du présent. Ses aiguilles claquaient doucement, et elle pensait au regretté colonel Pennington, aux dettes et aux indiscrétions, au visage blême de Madame Pennington, aux spéculations secrètes du jeune médecin. Elle pensait aussi à la voix effrayée d'Hélène. « Je connais Lychgate, je l'ai traversé maintes fois. » Le tournant. À ce stade, même l'inspecteur Mallory admettait que l'affaire contre le major Westcott s'effondrait. « Il est peut-être colérique, » grommela Mallory, « mais il n'est pas assez fou pour jouer de tels tours. » Le major fut discrètement libéré, mais les villageois, une fois certains de sa culpabilité, eurent du mal à changer d'avis. La révélation se répandit, troublante et palpitante. Le tueur était toujours en liberté. Pire encore, il était revenu à Rose Hill Lodge à la faveur de la nuit, assez audacieux pour frapper à nouveau. Et Miss Marple, avec son regard doux et son sourire patient, comprit que la situation avait changé. La fausse piste était close. La véritable histoire commençait seulement à apparaître. Chapitre 8. Le filet commence à se resserrer. La libération du major Westcott fit plus de bruit que son arrestation. Les villageois, convaincus de sa culpabilité, se sentaient désormais floués, privés de la fin en beauté qu'ils avaient imaginée. Au comptoir de l'épicier et près de la grille de l'église, ils murmuraient avec ressentiment « Si ce n'est pas le major, alors qui ?» Seule Miss Marple, tricotant sereinement dans son salon soigné, ne semblait pas troublée par ce revirement. Au contraire, elle était tranquillement satisfaite, car l'étui avait commencé à se défaire de sa fausse peau. L'inspecteur Mallory consulte l'inspecteur Mallory, moins triomphant qu'autrefois, vint voir Miss Marple à St. Mary Maid. C'était un homme fier, mais même les hommes fiers se tournent parfois vers des sources inattendues. « Je vais le dire clairement, » annonça-t-il en s'installant lourdement dans son fauteuil. « Nous poursuivons des ombres. 2 morts, tous 2 inconnus, tous 2 liés à des photos qui ne me disent rien. Un cambriolage nocturne, une femme de chambre effrayée, un notaire qui a des questions sur les testaments. Je ne peux pas tout mettre en place. » Miss Marple lui offrit du thé et une tranche de génoise. « Inspecteur, vous nouez peut-être trop tôt. Si vous laissez les extrémités reposer un peu, elles se nouent souvent d'elles-mêmes. » Mallory eut un petit rire. « Tu vois des schémas là où je ne vois que du désordre. » « Mon cher inspecteur, » dit Miss Marple, le regard doux, « la vie est en grande partie un vrai chaos, mais la nature humaine est remarquablement ordonnée. Les gens commettent sans cesse les mêmes bêtises, sous prétexte d'originalité. » Mallory grogna, mais son expression s'adoucit. « Alors peut-être pourriez-vous m'aider à tester une petite théorie. L'appareil photo, les photos, l'album du bureau de Westcott. Quelqu'un à Rose Hill en sait plus qu'il ne l'avoue. J'ai bien l'intention de découvrir qui. »
Un rassemblement subtil. L'occasion se présenta lors d'un thé paroissial à Saint-Swithin, organisé à la hâte pour réconforter en ces temps troublés. La moitié du village s'y rendit, car de tels événements étaient à la fois réconfortants et champs de bataille. Les tables s'affaissaient sous les scônes et les gâteaux aux graines. Le vicaire priait pour que les fidèles soient courageux, et l'inspecteur Mallory fit sa tournée avec une cordialité forcée. Miss Marple, assise près de la fenêtre avec son sac à tricot discrètement à ses côtés, observait chaque lueur d'expression. Madame Pennington, pâle mais déterminée, conversait avec le docteur Cavendish, dont l'empressement trahissait l'attention. Hélène, la servante qui servait les tasses à thé, tremblait chaque fois que quelqu'un mentionnait des photographies. Le major Westcott, raide comme un cheval, a fait grand cas de son innocence, même si peu de gens le lui demandaient. Et M. Granger, l'avocat londonien, se promenait parmi eux tous, posant des questions douces sur les papiers du défunt colonel Pennington. C'était un rassemblement de masques, et Miss Marple remarqua quel masque glissait. Une petite expérience. Pendant le thé, Miss Marple fit un geste. Elle se leva comme pour aller chercher de la crème et laissa tomber de son sac à tricot une petite enveloppe. Plusieurs invités la virent. Le vicaire lui-même se baissa pour la récupérer et la lui rendit avec une courtoisie perplexe. Miss Marple lui sourit en guise de remerciement, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle laissa l'enveloppe bien en vue sur la nappe. Peu à peu, les regards se reportèrent sur le sujet. Madame Pennington détourna le regard trop vite. Le docteur Cavendish cligna des yeux. Hélène faillit laisser tomber son plateau. Seul M. Granger, l'avocat, gardait un air de désintérêt poli. Un peu trop poli, pensa Miss Marple, pour un homme simplement indifférent. Elle finit par l'ouvrir, visiblement distraite. À l'intérieur se trouvait une carte vierge, rien de plus. Pourtant, entre le doux sourire de Miss Marple et les brèves lueurs de peur dans la pièce, quelque chose avait été révélé. Une conversation près de la porte. Après le thé, tandis que les invités se dispersaient, Hélène s'attarda près du portail. Miss Marple s'approcha d'elle avec douceur. « Tu avais l'air troublée, ma chère, en voyant l'enveloppe. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ?» Hélène rougit. « Je pensais que c'était le... »« Photo, mademoiselle. Celle de la bibliothèque. » Miss Marple hocha gentiment la tête. « Et vous aviez peur de ce que cela pourrait révéler ?» Hélène baissa les yeux. « Oui, mademoiselle. Parce que je crois connaître une des personnes qui y figurent, même sans visage. » Sa voix se réduisit à un murmure. « Je crois que c'était le docteur Cavendish. Sa façon de se tenir, ses épaules. Je l'ai déjà vu. » Miss Marple posa la main sur le bras de la jeune fille. « Tu as été très courageuse, Hélène. Parfois, ce qu'on remarque sans le vouloir devient la chose la plus importante. » Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, seule dans son cottage, Miss Marple réfléchissait à l'expérience du jour. La peur avait surgi trop vite dans certains regards. L'intuition d'Hélène concernant la posture était indéniable. Le corps parle même lorsque le visage est effacé. Elle pensa au Lychgate sur la photo, à l'enfant avec la poupée suspendue, à l'homme et à la femme au visage flou. Un groupe familial peut-être, un secret autrefois capté, désormais délibérément occulté. Les visages sont cachés, mais la vérité perce à la périphérie, murmura-t-elle, et ceux qui craignent d'être reconnus sont déjà à moitié confessés. Ses aiguilles à tricoter cliquetaient régulièrement tandis que le crépuscule s'épaississait. Le filet n'était pas encore tendu, mais son cercle se refermait. Le piège final devait être posé avec soin, et elle savait exactement par où commencer. Chapitre 9. Le piège est préparé. Miss Marple n'était pas du genre à faire des démonstrations. Elle croyait que la vérité, tel un oiseau timide, ne pouvait être exhumée que par la patience et quelques miettes de persuasion. Ainsi, tandis que l'inspecteur Mallory s'inquiétait du manque de preuves tangibles, elle entreprit d'organiser son propre test discret. Un mot avec le vicaire. Le vicaire de Saint-Swithin était un homme bienveillant, quoiqu'enclin à l'anxiété. Lorsque Miss Marple lui rendit visite un matin,
Il l'accueillit avec un soulagement visible, comme si elle pouvait apporter de l'ordre dans sa paroisse en proie au désordre. « Ma chère Miss Marple, s'exclama-t-il, je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons supporter un tel suspense. Les villageois s'impatientent. L'un dit ceci, l'autre cela, et tous me regardent comme si j'avais la réponse. » Miss Marple sourit doucement. « Peut-être, vicaire, est-il temps de leur offrir quelque chose à voir. Un rassemblement, par exemple. Les gens viennent pour une raison innocente, mais en compagnie, la vérité a tendance à se révéler. » Le vicaire cligna des yeux. « Un rassemblement ? Oui. Disons une discussion sur les comptes de la paroisse. Assez ennuyeux pour n'attirer que les personnes consciencieuses et celles qui ont raison de sauver les apparences. » Le vicaire, quelque peu déconcerté, accepta. Il était habitué aux suggestions étranges de Miss Marple et il avait appris, comme beaucoup, qu'elles portaient souvent leurs fruits. La confiance réticente de Mallory. Lorsque Miss Marple expliqua son idée à l'inspecteur Mallory, il fut moins facilement persuadé. « Tu veux les piéger, » dit-il en tirant sur sa moustache, « pour inciter le coupable à se trahir. »« Oh non, inspecteur, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Je veux simplement placer le bon objet au bon endroit et laisser la nature humaine faire le reste. Ce n'est pas de la ruse, c'est simplement une opportunité. » Mallory grogna. « Et quel est cet objet ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Eh bien, la photo, bien sûr. Ou plutôt, une de ses ressemblances. » L'inspecteur parut dubitatif, mais donna son accord. « Très bien. Mais je vous préviens, si ça tourne mal. »« Mon cher inspecteur, » dit Miss Marple, « quand les gens ont peur de leur passé, tout va bien. » Il finit par éclater. Un arrangement tranquille. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à un photographe à Marleycombe et, avec un tact délicat, le persuada de réaliser une copie du tirage flou d'Avery. Elle demanda un léger agrandissement, afin que les silhouettes sous le porche paraissent plus distinctes, sinon de visage. Le résultat, bien que toujours fantomatique, soulignait l'inclinaison des épaules d'un homme, la fermeture du bras d'un enfant, la ligne du chapeau d'une femme. Lorsqu'elle reçut le tirage, elle l'examina attentivement, hochant la tête pour elle-même. « Oui, » murmura-t-elle, « on peut nier un visage. On ne peut pas nier aussi facilement une posture, un geste, une attitude. Ce sont ces petites choses qui nous trahissent. » Le rassemblement au presbytère. 2 soirs plus tard, le salon du vicaire était rempli d'un cercle modeste. Madame Pennington, pâle et soigneusement vêtue, le docteur Cavendish essayant de garder son calme mais trahissant son empressement, le major Westcott, raide et plein de ressentiment. Monsieur. Gringer, courtois comme toujours. Hélène présente sous prétexte de servir le thé. L'inspecteur Mallory se tenait près de la cheminée, vigilant. Miss Marple était assise, près de la fenêtre avec son tricot, semblant tout à fait accessoire. Le vicaire, après quelques mots respectueux sur les comptes de la paroisse, céda la parole à Mallory, qui s'éclaircit la gorge et sortit la photographie agrandie. « J'ai ici, » dit-il, « une copie d'un tableau trouvé en possession de M. Avery. Peut-être que l'un d'entre vous pourra me dire qui sont ces personnages. » Il a déposé l'impression sur la table où tout le monde pouvait la voir. Les réactions. L'effet fut immédiat, et Miss Marple, sans en avoir l'air, remarqua chaque scintillement. Madame Pennington, elle, poussa un cri et pressa son mouchoir contre ses lèvres. Docteur Cavendish, je me suis penché en avant trop rapidement, puis je me suis assis en arrière avec un calme étudié. Major Westcott marmonna quelque chose dans sa barbe, détournant le regard. Monsieur Grangeril sourit faiblement, comme s'il était confronté à une énigme qui ne lui était pas accessible. Hélène laissa tomber le couvercle de la théière avec fracas. Le silence tomba, lourd et plein d'attente. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois, 2 fois, puis s'arrêtèrent. Elle leva les yeux avec cette expression douce qui dissimulait si souvent les pensées les plus aiguës. « N'est-ce pas remarquable, » dit-elle doucement, « que même sans visage, on puisse reconnaître les gens, leur façon de se tenir, de tenir un enfant, la coupe d'une veste, autant de choses qu'aucun flou ne peut dissimuler.
Les mains du docteur Cavendish se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. Le mouchoir de Madame Pennington trembla. Hélène resta figée sur place. L'inspecteur Mallory, bien que perplexe, sentit le changement d'air. La pièce était devenue une scène, et quelqu'un, il le savait, était sur le point de se trahir. Miss Marple attend. Elle n'insista pas. Elle laissa simplement le silence s'étendre, la photo bien en vue, le poids d'une reconnaissance muette pesant sur chacun. À l'intérieur, elle réfléchissait. Oui, la vérité est là. Il ne reste qu'un faux pas, un mot prononcé trop vite, un regard dans la mauvaise direction. Et alors le filet se resserra. Son regard, calme et bienveillant, se posa sur le groupe devant elle. Elle avait préparé le terrain. L'acte final allait commencer. Chapitre 10. Le glissement. Le salon du presbytère était silencieux. La photographie agrandie scintillait faiblement à la lumière des lampes. Tous les assistants semblaient captivés par son charme fantomatique. Le portail du presbytère se dressait. Les trois silhouettes sans visage se tenaient silencieuses, et l'air vibrait du poids d'une reconnaissance muette. Miss Marple, ses aiguilles posées sur ses genoux, ne parlait pas. Elle se contentait d'observer. Après tout, elle avait pour habitude de laisser le silence agir là où les questions ne faisaient que susciter des défenses. Les premières fissures, Madame Pennington fut la première à hésiter. « Je ne peux pas le supporter, » murmura-t-elle en détournant le visage. « C'est odieux. Pourquoi garderait-on une chose pareille ?» Sa voix tremblait de plus que du dégoût. Il y avait de la peur en dessous. Le docteur Cavendish se pencha en avant, d'un ton trop brusque. « C'est juste un accident de développement. Aucune importance. Impossible de savoir qui ils sont. »« Ah !» dit doucement Miss Marple. « Et pourtant vous semblez très sûr que ce n'est personne que nous connaissons. » Le médecin rougit. « Comment est-ce possible ? L'image est gâchée. » Le major Westcott émit un grognement sec. « N'importe quoi, mec. Tout le monde voit bien que c'est une femme, un homme et un enfant. On dirait que... » Il s'interrompit, réalisant trop tard qu'il allait dire quelque chose de précis. Son regard se posa sur Madame Pennington, figée sur sa chaise. Le moment révélateur. Ce fut Hélène, la servante, qui laissa tomber le masque. Elle rôdait près du service à thé, pâle et tendue. Finalement, elle s'exclama. « Il est... » Je vous l'avais bien dit, Miss Marple, c'est Rose Hill Lychgate. Je l'ai traversé tous les jours de ma vie. Et c'est le chapeau de Madame Pennington. Je le reconnaîtrai partout. » La pièce se figea. Madame Pennington poussa un cri et se releva à moitié. « Hélène, comment oses-tu » Mais c'est le docteur Cavendish qui se trahit. Il se releva d'un bond, renversant sa chaise, la voix rauque sous l'effet d'une fureur soudaine. « Tais-toi, ma fille. Tu ne sais pas ce que tu dis. » La véhémence de l'explosion était saisissante. Même l'inspecteur Mallory, lent à saisir les nuances, se raidit. Il fixa Cavendish d'un regard perçant. « Docteur, » dit-il lentement, « pourquoi les paroles de la bonne devraient-elles vous déranger autant, si la photographie ne signifie rien ?» Miss Marple parle. Dans le silence tendu, la voix calme de Miss Marple s'échappa, aussi calme qu'un ruisseau. « Voyez-vous, inspecteur, c'est toujours pareil. Les coupables ont peur d'être reconnus, même quand personne d'autre ne voit clair. Un enfant tient sa poupée d'une certaine façon, une femme penche la tête exactement comme il faut. Et un homme, habitué à l'autorité, se tient droit. La posture, comme l'écriture, est très difficile à dissimuler. » Elle tourna son regard doux vers le docteur Cavendish. « Vous vous êtes reconnu, n'est-ce pas ? Et en vous reconnaissant, vous vous êtes trahi. C'est ce qui est curieux avec ces photographies. Elles sont des miroirs de la conscience. » Les lèvres de Cavendish s'agitèrent sans bruit. Son visage était devenu blanc. Madame Pennington enfouit son visage dans son mouchoir en sanglotant. La main de l'inspecteur Mallory s'avança et posa une main lourde sur l'épaule du jeune médecin. « Je pense, » dit-il d'un ton sombre, « que nous devrions poursuivre cette conversation à la gare. » Cavendish essaya de le repousser, puis s'affaissa, vaincu.
Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, murmura-t-il brisé. Avery a trop insisté. Et puis Tebbit, il a menacé. Ses paroles hésitaient, mais le mal était fait. Ce lapsus était devenu un aveu. Miss Marple réfléchit. Tandis que l'inspecteur emmenait Cavendish, Miss Marple reprit son tricot avec une précision délicate. Elle n'avait pas l'air triomphante, seulement pensive. « Ce sont toujours les petites choses, » murmura-t-elle à moitié pour elle-même. « Pas les grandes passions, mais les petites trahisons de l'habitude. Un regard, un ton de voix, une attitude. On oublie que la vérité crie rarement. Elle murmure. » Et dans le salon, où la photographie était toujours posée sur la table, les villageois restés étaient assis dans un silence gêné, réalisant que la vieille dame tranquille au tricot avait vu ce qu'aucun d'eux n'osait regarder. Chapitre 11. La vérité expliquée. L'inspecteur Mallory, bien que ravi d'avoir sa prisonnière, n'était pas homme à se soucier des mystères non résolus. Ce soir-là, sur l'insistance de Madame Harding, il retourna au presbytère où Madame Pennington était assise, pâle et tremblante. Le major fronçait les sourcils dans un silence glacial. Hélène errait misérablement dans un coin, et mademoiselle Marple tricotait avec sa sérénité habituelle. Mallory s'éclaircit la gorge. Le docteur Cavendish a fait certaines déclarations en garde à vue. Suffisantes, je pense, pour porter plainte. Mais j'avoue, mademoiselle Marple, que certains éléments ne sont pas encore réunis. Pourriez-vous nous aider ? Miss Marple leva les yeux avec une douce surprise. Eh bien, inspecteur, je n'ai pas de don particulier, juste une petite expérience de la faiblesse humaine. Mais si cela peut faciliter les choses. La chaîne des motifs. Elle posa ses aiguilles, croisa les mains et parla à sa manière calme et posée. Monsieur Avery est venu de Londres parce qu'il avait découvert quelque chose, ou plutôt qu'il s'en souvenait. Il y a des années, une photo a été prise à Rose Hill Lychgate. Le colonel et Madame Pennington, leur petite fille et leur ami, un jeune homme alors inconnu dans le village. Ce jeune homme s'appelait Lionel Cavendish. Le nom du docteur Cavendish retentit comme une pierre. Madame Pennington sanglota doucement. À cette époque, poursuivit Miss Marple, le colonel était un mari sévère et jaloux. Il soupçonnait, à tort, que sa femme et Cavendish étaient plus que de simples amis. La photographie, aussi innocente fût-elle, devint pour lui le symbole d'une trahison. Il détruisit le négatif, et avec lui presque tous les tirages. Il ne resta qu'un seul exemplaire qui, on ne sait comment, finit par tomber entre les mains d'Avery. Le pouvoir d'une photographie. Maintenant, poursuivit-elle, pour vous et moi, une image floue n'est rien, mais pour Avery et pour Cavendish, c'était une preuve, non pas de culpabilité, mais d'opportunité. Cavendish, avec ses dettes et ses ambitions, ne pouvait pas risquer le scandale. Avery, je le soupçonne, pensait tirer profit de sa possession, peut-être par chantage, peut-être par quelque chose de plus subtil. Tebbit, lui aussi, était au courant. Il n'était qu'un parasite, mais il voyait un avantage à menacer de démasquer. C'est ainsi que deux hommes se présentèrent à Rose Hill, chacun avec des exigences. Elle marqua une pause, son regard posé doucement sur Madame Pennington. « Ce n'était jamais vous, ma chère. » C'était toujours la peur du désastre du docteur. Le coup fatal, Miss Marple reprit, son ton grave mais ferme. Dans la bibliothèque, Avery a poussé trop loin. Cavendish l'a frappé, pas avec une grande force, mais avec la précision d'un médecin qui sait où un coup peut l'immobiliser. Au lieu de cela, il a été tué. La panique s'est installée. Il a maladroitement mis en scène la scène, laissant des traces qui pointaient vers le major Westcott. Mais les marques étaient trop évidentes, trop faciles à trouver. Le major Westcott marmonna avec colère. « Je l'ai dit. » Miss Marple inclina la tête. « Oui, major, vous l'avez fait. » Mais l'inspecteur pouvait difficilement ignorer ce qui semblait évident. La seconde mort. Quant au pauvre monsieur Tebbit, poursuivit-elle, il avait entendu ou deviné suffisamment pour devenir dangereux. Il affronta Cavendish près de l'étang du moulin. Le docteur le fit taire lui aussi, avec de l'eau au lieu d'un coup.
Il pensait que les roseaux garderaient leur secret, mais les roseaux le trahirent, car la boue sur ses bottes racontait une autre histoire. Les photographies défigurées. Et les photos? Demanda l'inspecteur Mallory. Ah oui, dit Miss Marple. Un homme coupable voit son propre péril même là où les autres ne voient rien. Cavendish savait que sa posture et ses habitudes pourraient te trahir. Il essaya de rayer les visages de l'album de Westcott, tout comme il portait la photo floue d'Avery. Il pensait que si personne ne pouvait être reconnu, le passé serait effacé. Mais la mémoire, inspecteur, est têtue. Hélène se souvint du Lychgate. Le major reconnut la posture, et Cavendish lui-même trahit un savoir qu'aucun innocent n'aurait remarqué. Silence et réalisation. La pièce était silencieuse. Madame Pennington s'essuya les yeux. Hélène frissonna. Le major Westcott grogna, moins de satisfaction que de soulagement. Mallory, après une longue inspiration, dit « Tu fais en sorte que cela paraisse si simple. » Miss Marple sourit faiblement. « C'est généralement le cas, inspecteur. Les êtres humains se ressemblent beaucoup. Il suffit d'écouter et d'observer les détails. Le meurtre, voyez-vous, ne naît pas de l'intelligence, mais de la peur et de la folie. Il est très rarement original. » Les conséquences dans le salon. Ils restèrent assis un moment, silencieux. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure avec sa patience habituelle. La vie à Rose Hill continuerait. Les boutiques, les jardins, les salons de thé. Pourtant, sous le calme apparent, des cicatrices persisteraient. Les gens se souviendraient de la photo floue, des visages impassibles et de la vieille dame silencieuse qui avait tout deviné. Miss Marple reprit son tricot. Ses aiguilles claquaient doucement, remettant de l'ordre dans un monde qui avait momentanément perdu ses repères. Chapitre 12. Conséquences à Rose Hill. Lorsque la nouvelle de l'arrestation du docteur Cavendish s'est répandue, elle n'a pas voyagé comme un éclair, mais comme une brume, s'infiltrant dans chaque ruelle, chaque jardin et chaque salon, jusqu'à ce que tout le village en soit enveloppé. Pendant des jours, Rose Hill fut le théâtre de nombreuses spéculations. Certains affirmaient s'être toujours méfiés du jeune médecin, estimant que ses lunettes avaient quelque chose de louche. D'autres juraient qu'il avait semblé prometteur et que les apparences étaient trompeuses. Madame Wetherby, qui avait autrefois vanté ses compétences, affirmait maintenant l'avoir soupçonné dès le début. La boulangère se souvenait qu'il lui avait un jour sous-estimé ses 6 pence, et l'apprenti modiste affirmait l'avoir vu étudier les gens de trop, près, comme s'il mesurait leurs os. Il en va de même dans les villages. Une fois qu'un homme est nommé, les signes de culpabilité sont rétrospectivement partout. La solitude de Madame Pennington. Madame Pennington se retira un temps de la société. On parlait d'elle avec pitié, mais non sans reproche. Certains murmuraient que ses encouragements à Cavendish, pourtant innocent, avaient rendu la tragédie possible. D'autres soupiraient devant le triste sort des veuves, trop influençables. Elle se promenait au crépuscule, voilée et seule. Miss Marple observait avec une compassion discrète que sa solitude était difficile à réparer. La réputation d'une femme, une fois écornée, se répare rarement sans laisser son ombre. Le major réintégré. Le major Westcott, enfin innocenté, redoublait de raideur. Il s'efforçait de paraître joyeux, mais ses manières trahissaient un homme profondément offensé par la simple évocation d'un scandale. Il parlait fréquemment de partir à l'étranger pour revoir d'anciens camarades, mais ne prenait jamais vraiment de disposition. Rose Hill le soupçonnait de rester, plus colérique que jamais, mais toujours en colère contre les ragots du village. Le soulagement d'Hélène Hélène, la servante, reprit un peu de couleur. On louait son honnêteté, même si certains la trouvaient trop libre de ses paroles. Miss Marple se faisait un devoir de lui dire des mots gentils à chaque rencontre. « Ce n'est pas facile, ma chère, de dire la vérité quand les autres préfèrent le silence, » lui dit-elle un jour. Hélène parut surprise, puis sourit timidement avec gratitude. Le vicaire et Madame Harding. Le vicaire prononça un sermon sur la révélation des péchés cachés
et Madame Harding servit plus de scones que d'habitude au goûter paroissial. Tous deux avouèrent en privé à mademoiselle Marple qu'ils étaient heureux que l'affaire soit résolue, même s'ils regrettaient la perte d'un médecin du district. « Nous devrons faire venir Marleycombe quand nous serons malades, » soupira Madame Harding, « et je parie que leurs sirops contre la toux ne seront pas aussi bons. » Réflexion de l'inspecteur Mallory. L'inspecteur Mallory revint à Marleycombe avec un profond respect pour mademoiselle Marple. « Elle a le don de remarquer ce que les autres ne voient pas, » fit-il remarquer à son sergent. « Un jour je l'apprendrai moi-même, même si je doute d'en avoir la patience. » Il rédigea un rapport qui s'attardait davantage sur ses enquêtes officielles que sur ses observations, mais dans ses notes privées, il lui accordait tout le crédit. Le retour discret de Miss Marple. Quant à Miss Marple, elle retourna à St. Mary Mead sans faire de bruit. Elle dit seulement à sa femme de chambre que cette visite avait été très fatigante, et passa plusieurs jours dans son jardin à s'occuper de ses rosiers et de ses chrysanthèmes. Les voisins qui demandèrent des détails sur l'affaire ne recevaient guère plus qu'un sourire aimable et une remarque. La nature humaine, vous savez, est à peu près la même partout. Le soir, elle tricotait au coin du feu, heureuse de laisser le village retrouver son calme. Pourtant, de temps à autre, lorsque la lumière de la lampe vacillait sur ses aiguilles, elle pensait à la photo floue et au visage qu'elle n'aurait jamais dû voir. Une dernière réflexion. Les photographies s'effacent. Songea-t-elle un jour à voix haute dans son salon vide. Mais la vérité, elle, ne s'efface pas. On peut essayer d'effacer les visages, d'effacer la mémoire, mais les petits détails demeurent, une posture, un geste, une poupée d'enfant. Et ces petits détails raconteront toujours l'histoire. Elle plia soigneusement son tricot dans son panier, lissa son châle et écouta le tic-tac de l'horloge. La vie, à son rythme habituel, avait repris. Pourtant, derrière ce calme, Miss Marple le savait, se cachaient tous les drames, cachés des cœurs humains, patients, secrets, attendant toujours d'être observés. Et avec cette pensée, elle sourit doucement. Chapitre 13. Épilogue. Une lettre à Raymond XV. Jour après son retour à St. Mary Mead, Miss Marple était assise à son bureau, une pile de papiers bien rangés devant elle. Dehors, les rosiers se penchaient dans le vent d'automne, et la cloche de l'église sonnait l'heure avec une douce persistance. Elle trempa sa plume, hésita un instant, puis commença une lettre à son neveu en ville. La lettre. Mon cher Raymond, vous rirez, j'en suis sûr, quand je vous dirai que j'ai une fois de plus assisté à une affaire des plus épouvantables. On ne va pas à des garden-parties en s'attendant à rencontrer des cadavres, mais la vie a rarement son mot à dire. Pourtant, je vais bien, et j'ose dire que vous me trouverez trop pragmatique. En vérité, ce genre de choses semble se produire partout où l'on va. Les villages, comme vous le savez, se ressemblent beaucoup. Ils abritent les mêmes vanités, les mêmes jalousies, les mêmes peurs. Seuls les noms changent. Cette affaire particulière reposait sur une photographie, tout à fait ordinaire à première vue. Les visages étaient flous, effacés ou volontairement gâchés. Pourtant, il est curieux, Raymond, qu'une personne puisse être reconnue autant par sa posture ou son geste que par ses traits. Une certaine raideur d'épaule, une façon de porter la tête. De tels détails nous trahissent quand on se croit caché. Il en fut ainsi ici, et le meurtrier, pauvre créature insensée, se révéla enfin non par la violence, mais par sa propre peur d'être reconnu. Voyez-vous, les gens ne changent pas beaucoup. Ils imaginent leur péché comme unique, mais ils répètent sans cesse les mêmes schémas. La plus petite habitude peut faire échouer la plus habile dissimulation. Un regard, un ton, un geste. J'ai souvent pensé que vous pourriez exploiter de telles observations dans vos livres, même si vous les trouvez peut-être trop triviales. Dans la vie, Raymond, ce sont précisément les choses triviales qui comptent le plus. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais très bien et les roses promettent d'être particulièrement belles cette année. J'espère que vous et Joanne viendrez bientôt, quand les soirées seront plus fraîches. Je vais vous préparer un gâteau aux graines, même si je soupçonne que vous préférerez les scones de Madame Bantry si elle vous invite à prendre le thé.
Votre tante affectueuse, Jane Marple. Clôture Miss Marple posa sa plume et couvrit la lettre avec une précision vive. Puis elle se leva, s'étira un peu et regarda la rue du village. Le silence régnait. Une charrette à lait grondait. Des enfants sautaient à la corde. L'appel lointain d'un jardinier. La vie, modeste et paisible, continuait. Elle s'autorisa un petit sourire satisfait. L'ordre, autrefois perdu, avait été rétabli, et elle savait, comme toujours, que tôt ou tard, la folie humaine lui poserait un nouveau problème. En attendant, il lui restait ses roses, son tricot et sa surveillance silencieuse du monde. Chapitre 14. Note du lecteur. Il est peut-être opportun de conclure non pas par un nouveau crime, ni même par un nouvel indice, mais par une réflexion. L'histoire de la photographie floue, sans visage, mais chargée de reconnaissance, n'appartient pas seulement à Rose Hill, mais à tout lieu où les cœurs humains cohabitent. Sur les photographies et la mémoire. Après tout, une photographie est une chose curieuse. Elle immortalise un instant, mais ne peut en préserver la vérité. Les visages s'effacent, les plaques s'abîment, les négatifs sont détruits, mais le geste, l'habitude, la posture persistent. La mémoire, elle aussi, est sélective, mais elle s'accroche aux détails les plus gênants pour ceux qui voudraient tromper. Dans cette histoire, les visages vides étaient censés dissimuler. Pourtant, ils ont révélé plus qu'ils n'ont caché. Car dans leur effacement même, ils proclamaient la peur, et la peur est la plus forte des confessions. Sur la nature humaine, comme Miss Marple nous le rappelle si souvent, le crime n'est rarement de l'intelligence, mais de la folie et de la peur. Orgueil, dette, jalousie, secret, tout cela est le même à Rose Hill qu'à St. Mary Mead, qu'à Londres ou ailleurs. Un homme frappe non pas parce qu'il est original, mais parce qu'il répète ce que d'autres ont fait avant lui. La nature humaine est tragiquement constante, et c'est aussi la nature humaine qui démasque le coupable. Ni les empreintes digitales, ni les preuves scientifiques, mais une main tremblante, une soudaine colère, un lapsus. Tout cela nous trahit bien plus vite que les preuves. À propos de Miss Marple elle-même, Jane Marple n'est pas une magicienne. Elle ne sort pas la vérité de nulle part. Elle observe simplement ce que les autres négligents, les petites choses, les habitudes ordinaires, les remarques triviales qui révèlent le caractère. Sa sagesse n'est pas livresque, mais née de la vie. Des jardins entretenus, des voisins surveillés, des querelles remémorées et des scandales pardonnés. C'est peut-être ce qui rend ses triomphes à la fois crédibles et inévitables. Elle voit, là où d'autres ne veulent pas voir, que le mal est toujours présent dans la banalité. Et ainsi se termine l'histoire de la photographie sans visage. Rose Hill se rétablira, comme toujours dans les villages. Les rumeurs s'estomperont, les jardins refleuriront, et les thés paroissiaux reprendront. Pourtant, quelque part, dans un tiroir ou un album, il y aura toujours une autre photo, un autre souvenir flou, un autre secret qui n'attend que d'être réveillé. Et si jamais ce secret venait à troubler la paix, il y aurait aussi Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, ses yeux doux voyant tout et son esprit rassemblant les fils jusqu'à ce que le modèle se révèle. Chapitre 15. Note de l'éditeur, à la manière de l'époque. Les remarques suivantes ne sont pas proposées dans le cadre du récit, mais par courtoisie envers le lecteur qui a voyagé avec nous à travers les ruelles de Rose Hill et dans le salon tranquille de Miss Jane Marple. Sur le village et son drame, Rose Hill, comme St. Mary Mead, ne diffère guère des autres villages anglais. Sous ses pelouses respectables et ses haies bien entretenues se cachent les mêmes jalousies, désirs et indiscrétions que l'on retrouve partout où des êtres humains vivent à proximité. Que des lieux aussi paisibles soient là où le théâtre de meurtre paraît souvent étonnant. Pourtant,
C'est précisément leur calme qui permet à de telles passions de se développer inaperçues, jusqu'à leur éclatement. Sur l'histoire de la photographie. La photographie